Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir notre conférencier du jour, le Dr Emerson Gueiros, qui va donc nous conter un petit peu l'histoire de la découverte des médicaments d'origine naturelle, mais il va aussi nous parler de recherches plus récentes. Alors, effectivement, quand on pense à la nature, on peut penser bien entendu au monde minéral, parce que par exemple, vous avez une substance comme le lithium qui est très utilisée en pharmacie, ou vous avez évidemment le monde végétal, avec ça peut être la morphine, n'importe quelle substance, l'atropine, le monde animal, on sait les hormones, mais il y a aussi des principes actifs, peut-être qu'on en parlera, qui proviennent d'algues notamment, ou de micro-organismes. Alors, quelle est l'importance des médicaments d'origine naturelle, ou plus exactement des plantes? Eh bien, j'ai trouvé un chiffre qui date de quelques années, c'est des substances dites essentielles de l'OMS, et on dit que à peu près 11% des substances qui sont dites essentielles sont d'origine végétale. Et puis, ce chiffre serait évidemment bien plus élevé si on ajoutait les dérivés semi-synthétiques de ces produits. On peut penser à la quinine, l'hydroxyquine, euh, hydroxychloroquine, chloroquine, méthoxyquine, etc. Donc, une grande part. Notre conférencier du jour nous vient du Brésil. Il a effectué des études de pharmacie, puis il a obtenu son doctorat à l'université de Paris-Sud. Il a ensuite fait des études, des recherches postdoctorales ici, enfin plus exactement à Lausanne, avec le professeur Ostetman, que vous avez entendu à plusieurs reprises. Puis, il a fait plusieurs années dans une entreprise pharmaceutique très importante, je crois la plus importante d'Amérique du Sud, pour revenir ensuite ici à Genève et occuper un poste de MER, maître d'enseignement et de recherche. J'ai donc le plaisir de lui donner la parole en disant qu'il est l'auteur de multiples livres, chapitres de livres, publications, et il a reçu de nombreux prix. Je le remercie d'avoir accepté Merci beaucoup. cette invitation. Merci beaucoup pour cette aimable présentation. Madame, Messieurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je suis ici aujourd'hui devant vous. Et je salue ici la présence d'un de mes maîtres, le professeur Jean-Luc Vété, qui est là, professeur de chimie analytique, qui nous a inspirés. Donc, merci d'être là, Jean-Luc. Et merci beaucoup, professeur Doquet, pour cette présentation. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous convaincre de l'importance de la nature et du développement des produits naturels. Et vous allez voir, à la fin, j'espère, l'importance de la conservation de la nature pour qu'on puisse survivre dans ce monde. Donc, la nature nous a donné plusieurs médicaments. Et je vous invite à un voyage et on verra un peu tout ce qui était développé, des exemples un peu différents en commun que j'ai sélectionnés pour vous présenter. Donc, je viens de l'Université de Genève, je partage le laboratoire avec le professeur Jean-Luc Beaufender, avec qui je partage aussi cette conférence. C'est quelqu'un qui travaille avec nous. Les exemples que je vous montrerai aujourd'hui ici, c'est aussi des exemples qu'on a issus de notre laboratoire, l'Université de Genève. Alors, si on parle de biodiversité, des natures, vous avez connu ce monsieur ici, tout le monde connaît, hein, Charles Darwin. Et là, c'est la cruauté de la science, hein, parce que Charles Darwin, il publie un livre magnifique, il a passé presque 20 ans à écrire L'origine des espèces, qui expliquait la biodiversité. Pourquoi il y avait une telle variété de vie dans notre planète. Donc là, l'évolution, hein, théorie de l'évolution, changement des caractéristiques d'une espèce sur plusieurs générations, et repose sur un procès de sélection naturelle. Les espèces qui s'adaptaient survivaient en fait à l'évolution. Hein. Et donc, pour lui, un magnifique travail comme ça, c'était très dur parce que dès qu'il a publié ce livre, il y a eu comme un vent de moquerie. Les gens riaient, rigolaient, disaient que ce n'était pas vrai du tout.
Donc, on a vu des dessins comme ça. L'origine des espèces, l'homme devenait parent proche du singe, c'est ce qui était complètement inacceptable à cette époque-là. Donc, vous allez avoir plusieurs charges satiriques à Paris, à Londres, dans les principales villes et journaux du monde. Vous avez cette situation. Alors, je pense que ça ne marche plus. Est-ce que, par contre, comment je fais? Je n'arrive pas à passer mes diapos. Ah bon? Ah oui, ça marche. Merci beaucoup, Jean-Luc. Et donc, vous avez même ici à Paris, la petite lune, vous avez ici des dessins qui satirisent un peu la situation de Darwin, cette découverte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça arrive, ça ne marche pas. Oui, excusez-moi, il faut que ce soit en face alors. Et donc là, l'évolution de l'homme, peut-être c'est un peu plus facile à voir, n'est-ce pas? Donc l'homme descend dans le passé des primates. Et donc vous avez ici des recherches archéologiques qui montrent, en fait, c'est difficile avec le pointeur, donc qui montrent ça, qui montrent avec les fouilles archéologiques qui démontrent cette théorie. Donc c'était clair. Ce qui est peut-être moins évident pour tout le monde, c'est l'évolution chimique. Cette évolution chimique, elle est cachée, on ne les voit pas. Et donc, si on va dans la chimie, par exemple, des plantes, tout commence avec le glucose, hein, avec la photosynthèse. Et donc, on va avoir les plantes qui vont synthétiser des composés chaque fois plus complexes, des composés petits, aromatiques, jusqu'à avoir des composés extrêmement complexes, comme ces alcaloïdes de vinca qui sont trouvés dans certaines plantes à fleurs. Donc, dans les plantes et dans la chimie, on a eu aussi cette évolution. Donc, on va trouver une foule de composés extrêmement complexes, certains de ces composés qui possèdent des activités pharmacologiques et qu'on pourra utiliser pour le développement des médicaments. Alors, juste pour vous donner quelques exemples de ces trois molécules, donc vous avez ici l'eugénol, par exemple, qui est un composé aromatique qu'on peut trouver dans les mousses. On va voir le ginkolide 1, qui est un composé on verra tout à l'heure très important parce qu'il y a des médicaments qui sont commercialisés à partir du ginkgo biloba. Je pense que tout le monde ici a entendu parler du ginkgo biloba, donc médicinal qui vient d'Asie. Et vous avez ces alcaloïdes complexes du genre vinca, plantes à fleurs qui sont utilisées pour le traitement du cancer. Donc, grâce à cette évolution, on va voir cette diversité chimique. Et donc, c'est ça qui, dans le laboratoire, on n'est pas capable d'imaginer. Donc, on va s'inspirer de cette diversité chimique qu'on trouve dans la nature pour le développement des médicaments. Donc, aujourd'hui, il y en a une foule de plantes. Il est possible même de classifier les plantes utilisant cette chimie. Les botanistes, ils vont faire des comparaisons morphologiques, n'est-ce pas, pour classifier les plantes. Et quand ils ont des doutes, ils peuvent étudier la chimie. Et grâce à cette chimie, ils peuvent classifier les plantes d'une façon correcte. C'est ce qu'on appelle la chimiotaxonomie. Et donc là, le cas de ginkolide est un peu spécial parce que le ginkgo, vous savez, c'est cette plante Ginkgo biloba qui appartient à cette famille Ginkgoaceae. C'est la seule espèce de cette famille botanique. Vous savez, donc vous avez des rosacées, fabacées, légumineuses, donc vous avez des centaines d'espèces. Dans le cas de ginkgo, il y a une seule espèce, un seul genre, une seule espèce, c'est le Ginkgo biloba. Et quand on regarde un peu les fossiles, ça c'est un travail magnifique qui a été publié il y a quelques années en arrière dans la revue Nature, et on va voir toute une série de fossiles qui nous indiquent en fait qu'il y avait des espèces proches au ginkgo il y a très longtemps en arrière, et ces espèces, tout simplement, elles ont disparu. Elles n'ont pas su s'adapter. Jusqu'à 2003, il y a une publication très intéressante d'un groupe chinois où il y a même un link, un ginkgo qui est poussé au Crétacé, qui a réussi à être identifié grâce à des fouilles archéologiques. Donc, ils ont réussi à classifier et trouver toute la lignée. Donc, tous ces plantes ont disparu. C'est le ginkgo qui a quand même une chimie unique. C'est vraiment une chimie incroyable, difficile à imaginer dans le laboratoire, avec ces composés très complexes qu'on appelle les ginkgolides. Et, madame, monsieur, c'est intéressant parce que les ginkgolides, on les trouve partout, dans les médicaments. Et vous avez ici, par exemple, le PEP. Je ne suis pas ici en train de faire de publicité pour l'industrie pharmaceutique, hein. C'est juste un exemple de médicament qui contient l'extrait de ginkgo, qui contient ces molécules qui sont issues de cette évolution, une évolution unique. Donc, la chimie de ginkgo, on ne va pas trouver dans d'autres plantes dans le monde. C'est que cette espèce-là qui a cette chimie. Et donc, ça, c'est peut-être le premier message à porter, c'est qu'une espèce de plante, d'animaux, de micro-organismes, ils auront cette chimie unique. Du moment qu'ils s'étendent, qu'ils disparaissent, il y a cette chimie qui disparaît avec l'espèce.
Donc, c'est comme quelque chose comme un bouquin, une librairie chimique, la nature. Et dès qu'on détruit, c'est comme si on brûlait des bouquins. Comme on brûlait une bibliothèque, on n'arrivera jamais à relire, à trouver ailleurs. Donc, ça, c'est un exemple intéressant. Donc, ça, c'est deux collègues, Gordon Gregg et David Newman, deux collègues américains, qui ont fait une analyse de tout ce qui était commercialisé dans le monde, surtout aux États-Unis, hein, parce que c'est un médicament qui était approuvé par le FDA, Food Drug Administration, pour voir l'origine. Quelle était l'origine de tous ces médicaments? Alors, sur cette publication qui est vraiment très connue dans notre domaine, ils arrivent à un chiffre de 45,2%. Donc, il y a un grand nombre de molécules que les oils des plantes qui deviennent des médicaments. Il y a des extraits qui sont utilisés comme médicaments, mais il y a aussi, comme le professeur Docker a dit au début, on peut s'inspirer, on peut prendre une molécule et on peut changer la structure de la molécule naturelle, ce qu'on appelle la hémisynthèse, et grâce à ça, on va développer d'autres médicaments. Donc ça, je vous montrerai quelques exemples. Alors, un des premiers médicaments qui étaient développés d'origine naturelle, vous connaissez tous, hein, Alexandre Fleming. Il paraît qu'Alexandre Fleming ne travaillait pas bien. Il paraît qu'il n'était pas propre dans ses analyses. Donc, il paraît que lui, il avait essayé de cultiver micro-organismes, c'est ce qu'il dit ouvertement, hein, une colonie de streptocoque, et tout d'un coup, il n'a pas bien autoclavé ses plaques d'agar, et donc il y a un pénicillium qui a poussé, un champignon qui a poussé là. Et ce qui se passe, c'est grâce à cette contamination, et là, il faut le reconnaître, il a eu le regard, n'est-ce pas? Il a eu l'observation, il a vu qu'en fait, entre le pénicillium et la bactérie, il y a ce qu'on avait à l'eau d'inhibition. Vous avez ici une zone où la bactérie ne pousse pas. Et donc, il se disait, à cette époque-là, ce qui était révolutionnaire, le pénicillium produit une molécule, quelque chose qui empêche la croissance bactérienne. Et c'est de là qui sort l'idée de la pénicilline, cette molécule pénicilline. Et ce qui peut-être, mesdames, messieurs, c'est moins connu, c'est qu'il y en a d'autres personnes. Donc, tous les crédits pour la découverte de la pénicilline, quand on pense à pénicilline, on pense à Alexandre Fleming, n'est-ce pas? Ça nous vient à l'esprit, c'est lui qui a découvert. C'est lui qui a toutes les lauriers. C'est vrai, il a découvert, mais il y en a une autre personne qui a eu une action déterminante dans cette histoire, c'est Florey. Florey qui était un chercheur à Oxford, et c'est lui qui a lu l'article de Fleming. Il y avait que deux chimistes, Boris Shane et Norman Beatley. Ces trois personnes-là, c'est eux qui ont isolé la première fois la pénicilline. Et ils ont réussi à isoler. Ils ont eu un courage fou. Parce que non seulement ils ont isolé, ils ont transformé leur laboratoire dans une espèce de petite industrie pour isoler une quantité suffisante de pénicilline pour pouvoir donner aux gens qui étaient dans un hôpital tout proche. Donc, dans un temps record de 3 ans, ils ont fait des essais sur la souris, les souris contaminées par des bactéries. Ils ont vu que les souris survivaient et qu'elles étaient bien par rapport à un groupe contrôle qui n'avait pas pris de la pénicilline. Ils ont pris un premier patient qui a une égratignure dans un jardin. C'est quelqu'un qui aimait les roses. Il a une égratignure, il a une sepsémie, une infection. Donc, il était le premier patient à traiter. Et il a eu une miraculeuse récupération, ces messieurs, mais il n'avait pas assez de pénicilline, il est mort. Ensuite, ils ont trouvé un enfant qui était malade aussi, qui avait une pneumonie. Ils ont testé la pénicilline et l'enfant est mort, sauf qu'il n'était pas mort à cause de la pénicilline. Une autre cause, ils ont dû convaincre les parents de l'enfant de faire une autopsie pour découvrir que c'était quelque chose d'autre qui avait tué l'enfant. Et comme ça, persistante, ils ont réussi à tester la pénicilline sur plusieurs patients. Et c'est grâce à ça, qu'une entreprise américaine à l'époque, parce qu'on était à la guerre, hein, c'était à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, a réussi à développer la pénicilline. Et la pénicilline, c'est pour ça que dans le laboratoire ici, c'est dans ces laboratoires à Oxford, donc c'est une plaque commémorative. Si vous allez à Oxford dans le laboratoire, vous allez voir, c'est eux, ces trois-là, qui ont isolé, purifié la pénicilline, qui ont administré à des patients dans un hôpital public proche à ça. Et donc, là, parfois, la science, elle est dure parce qu'il y a ces trois personnes qui ont eu vraiment une, un travail clé dans la découverte. Les trois, mais il y a seulement deux qui ont été récompensés. Donc, il y a Howard Florey et Boris Greene qui ont reçu le prix Nobel avec Fleming.
pour la découverte de la pénicilline, un prix Nobel qui était donné en 1945. Ridley, qui était le plus jeune et pourtant qui avait découvert tout le procès de purification de la pénicilline, n'a pas reçu le prix. Donc, c'était des années après que l'Université d'Oxford a donné un prix honoris causa à Florey, à Ridley. Donc, voilà un exemple de molécule. Donc, après ça, les micro-organismes sont devenus une source d'antibiotiques, donc streptomycine, tétracycline. Il y a plusieurs médicaments qui sont commercialisés qui sont issus des différents micro-organismes. Voilà un premier exemple incroyable de développement qui ont sauvé des millions de vies un peu partout dans le monde, n'est-ce pas? Donc, voilà un autre problème, c'est la transplantation d'organes. Alors, si on n'a pas de la chance qu'on doit faire un transplant de rein, par exemple, il y en a un risque, c'est que notre corps rejette le transplant. Donc, c'est juste une charge médicale, ce n'est pas faire une blague, c'est voilà, parfois ça se passe comme ça, le rejet est très rapide. Le rejet est extrêmement rapide. Et donc, pour ça, aujourd'hui, ils vont dire, mais Emerson, monsieur Emerson, s'il y a des médecins ici, collègues, on n'a plus besoin de ça. On peut prendre la rapamycine, le sirolimus, c'est un médicament immunosuppresseur. Donc, c'est le médicament qu'on peut administrer pour voie orale, miraculeux. Comme ça, on évite la greffe de transplant. Voyons d'où ça vient la rapamycine. Alors, la rapamycine, elle a été découverte, et ça, c'est vraiment incroyable, chez un micro-organisme, Streptomyces hydroscopicus. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Il y en a un endroit dans le monde où ces micro-organismes poussent. Donc, les chercheurs, en 1967, ils ont collecté des échantillons dans une île. Je ne sais pas si vous reconnaissez le nom, Rapa Nui. Ça vous parle quelque chose? À Easter Island, exactement, l'île de Pâques. Donc, c'était à partir des échantillons de l'île de Pâques que les chercheurs ont trouvé, en fait, cette Streptomyces hydroscopicus, qui, en fait, fabriquer cette molécule. Au départ, la molécule était un antifongique, mais quand ils sont arrivés en clinical trials, dans les essais cliniques, ils ont vu que les patients étaient immunosupprimés. Et donc, ils ont changé le claim du produit, ils ont développé le premier immunosuppresseur, c'était la rapamycine, qui est aujourd'hui utilisé un peu partout dans le monde. Voilà un autre exemple aussi de découverte, ça pas de médicaments, mais une découverte d'un pays, de tout un continent. Vous savez, 22 avril 1500, dans les côtes brésiliennes, il y a, ça c'est une représentation de Oscar Pereira da Silva, un peintre brésilien, 1922, que vous pouvez admirer au Musée national du Rio. Donc, ce monsieur ici, Pedro Álvares Cabral, qui était un navigateur brésilien, il arrive à la côte brésilienne, il découvre le Brésil. Vous savez, à cette époque-là, il y avait une compétition avec l'Espagne très forte entre la couronne portugaise, la couronne espagnole. Et là, ils étaient fascinés pour l'or, parce qu'à la même époque, Cortés avait découvert les trésors les plus incroyables en Mexique et au Pérou. Donc, les Espagnols avaient trouvé beaucoup d'or. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas trouvé, en fait, tout de suite de l'or. En fait, ils ont trouvé quelque chose de terrible. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, l'histoire d'un voyage de la terre de Brésil, un livre de 1578 qui décrit, en fait, le banquet anthropophage. Eh bien, la côte brésilienne à cette époque-là, il y en avait des Indiens cannibales à cette époque. Et donc, c'était la peur que les Portugais avaient, c'est de tomber sur ces Indiens-là. Donc, il y en a un monsieur que vous voyez ici, Hans Staden, c'était un pirate d'origine allemande qui est représenté ici. Lui, il était capturé par les Indiens, il a survécu, et il paraît que la couleur qu'il avait, il était un peu albinos, et puis les Indiens, ils avaient peur de les manger. Donc, grâce à ça, il a échappé. Il a retourné en Europe, il a écrit un livre. Voilà le monsieur, Hans Staden. Donc, il a écrit plusieurs livres. D'ailleurs, c'est un des plus grands best-sellers de l'époque. Nu, féroce et anthropophage. Et d'autres livres comme le Cannibal Captivity in Brazil, où il décrit en fait tout ce qui se passait à cette époque-là. Donc, évidemment, ça, c'était très difficile pour les Portugais. Tout le monde avait peur de prendre un bateau et apporter dans les côtes brésiliennes. Mais là, il y a quelque chose, juste une curiosité, c'est qu'en 1971, dans le Festival de Cannes, il y a eu un film qui traitait de ce sujet, qu'il était bon en français, nos petits Français, parce qu'il paraît que les Indiens préféraient manger les Français aux Portugais. Il y avait une préférence, c'est pour ça qu'il y a même un film
dans les années 1970 qui décrit cette histoire-là. Il était bon, mon petit Français. Et donc là, mais vous savez, les Portugais ont découvert quelque chose d'extraordinaire, qui était beaucoup plus, qui avait une valeur encore plus grande que l'or. En fait, c'était cet arbre-là. Et cet arbre-là qui poussait dans la côte brésilienne, encore une fois de biodiversité, une histoire de biodiversité, ces alpines equinata, c'est une fabacée, on appelle le bois Brésil, ou pau Brasil en portugais. Et donc, vous avez le tronc qui est totalement rouge. Et les Indiens, les Portugais, ils ont vu que les Indiens portaient parfois des étoffes extrêmement colorées, avec une couleur rouge unique. Et vous savez, cette époque-là, il n'y avait que des rois et le pape qui portaient le rouge. Le rouge était un pigment sacré, difficile à obtenir. Et donc, c'est grâce à ça qu'ils ont commencé à explorer dans la côte brésilienne. Et c'est pour ça qu'il y a ces représentations des Indiens qui coupent les arbres, les grands arbres, pour obtenir ce pigment qui était exporté en Hollande et en France pour extraire, en fait, la peinture rouge, donc, qui était à l'origine de ça. Alors, il fallut en fait plusieurs siècles après pour savoir pourquoi cette voie donnait cette couleur rouge. Et en fait, c'était un prix Nobel aussi, en 1947, professeur Robert Robinson, qui a commencé à étudier les pigments. Il a trouvé une molécule qui donnait le pigment rouge, une petite molécule colorée, qu'il appelait aussi brasileïne. Donc, c'est pour ça que le nom du pays, Brésil est Brésil. C'est à cause de cet arbre, en fait. Brésil, Brésil. C'est pour ça. C'est pour ça que le nom du Brésil est Brésil. Et ce qui est intéressant, c'est que cet arbre, aujourd'hui, elle est rarissime. Les Portugais ont coupé des millions d'arbres pendant presque 3 siècles. Donc, c'est fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas trouver partout le bois du Brésil. Alors, vous savez, il y a quelques années en arrière, on a vécu un moment très difficile, la pandémie de COVID-19. Je vais vous parler après de médicaments qui étaient utilisés pendant cette époque-là. Donc, je vais vous montrer deux photos qui vont vous faire peut-être hérisser les poils, parce que c'est une époque difficile, n'est-ce pas? La première photo, c'est celle-là. Je ne sais pas, je n'arrive pas à passer mes diapos correctement. Voilà, le test antigénique. Tout le monde se rappelle de ça avec horreur, n'est-ce pas? C'est très difficile. Alors, pour les gens qui n'avaient pas de chance, qui allaient dans les hôpitaux, il y avait quelque chose d'encore plus terrible. C'est que parfois, pour sauver les patients, il fallait faire une intubation endotrachéale, n'est-ce pas? Tout le monde avait peur de ça. Et ça, cette, cette manipulation-là, elle n'est que possible grâce à un médicament. Et ce médicament, je vais vous parler, c'est l'atracurium ossistractum. C'est un polarisant qui paralyse la musculature. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à faire l'intubation correctement. Eh bien, madame, messieurs, le atracurium, 6-atracurium, qui était utilisé à cette époque, dérive en fait d'une molécule naturelle. Dérive en fait de atracurium. Et cette molécule, vous avez ici les molécules synthétiques, vous avez ici la molécule naturelle, qui en fait est un inhibiteur, un agoniste de la récepteur nicotinique, l'acétylcholine, pour ceux qui sont familiarisés avec le mécanisme d'action. Et la tourmaporarine, en fait, elle vient de la forêt amazonienne, en fait. Elle était présente dans une plante, dans plusieurs plantes, dont une en grande quantité, Credontomentose, melliferaceae, qui est utilisée par les Indiens pour chasser, en fait. En fait, c'était particulier. Les Indiens faisaient une extraction de cette plante, qui était la plante cuire. Et avec le liquide qu'ils obtenaient, ils enduisaient les poisons des flèches. Et dès que la flèche elle rentre en contact avec le courant sanguin d'un animal, l'animal il devient paralysé. Et c'est grâce à cette observation, paralysie musculaire uniquement. Donc, c'est grâce à ça qu'a été découvert les courants comme l'atracurium pandacurium. Donc, la biodiversité brésilienne, comme vous voyez ici, elle est considérée comme un hotspot. Un hotspot, ça veut dire que nous, dans le monde, il y a beaucoup d'endemismes de plantes, d'animaux, de micro-organismes uniques qu'on ne va pas trouver ailleurs. Je vais vous donner encore un autre exemple de ce qui a donné cette biodiversité comme source de médicaments. Cette biodiversité pose beaucoup de problèmes chez nous parce que vous avez beaucoup de serpents. Vous avez ici des centaines de serpents vénéneux qui sont un peu partout. C'est la nature. Hein. Donc, vous avez ici un grand nombre de gens qui sont mordus chaque année. 31 000 accidents, dont ils estiment 150 environ morts. Donc, vous avez quelques photos un peu dures, des photos des gens qui sont mordus. Donc, même si la personne, parfois, elle ne meurt pas, mais elle va faire des grands graines à cause de ces venins des serpents, notamment dans le genre des serpents qui s'appellent les brotrops.
Et donc, parmi ces botropes, il y en a une serpent en particulier, c'est Botrop jararaca, le serpent jararaca. Et il y a une observation incroyable. Parfois, les chercheurs doivent observer. Et ça, c'est la clé de beaucoup de découvertes, l'observation. Alors là, il y a un chercheur brésilien, professeur Maurício Rocha Silva, l'Université de Ribeirão Preto, au sud du Brésil, qui était médecin aussi. Il a observé en fait que la piqûre de serpent, évidemment douloureux, qui donnait de nécrose, mais il y avait une chute de la pression artérielle des patients. Les patients arrivaient à l'hôpital avec une pression qui était vraiment basse, baisse. Et donc là, ils ont découvert en fait plus tard que c'était un peptide, une molécule comme celle que vous voyez ici, qui était le peptide qui faisait baisser la pression. Et donc, ils ont publié ces résultats. Et alors, plus tard, un groupe américain ont découvert en fait que la partie de la molécule active était celle-là, tout en haut, une unité proline, un terminal. Et basé sur cette observation, c'est là que John Vane a découvert en fait le captopril et l'enlopril, qui sont les médicaments antihypertenseurs. C'était des médicaments qui étaient lancés dans les années 74, 77, 76 et qui ont révolutionné la médecine pour le traitement des problèmes d'hypertension dans le monde. Donc là, tous ces deux médicaments-là, ils ont sa source dans un venin d'un serpent. Et donc, c'est vraiment quand même incroyable, n'est-ce pas, qu'un venin de serpent puisse donner l'origine à des médicaments comme ça, qui encore aujourd'hui sont utilisés. Alors, un exemple plus récent des reptiles, les venins des reptiles qui ont donné un médicament, c'est ces petits lézards ici, qui a à peu près 30 cm, donc il n'est pas comme un dinosaure. Et il va grandir au sud de la Californie, au Mexique, Californie. Et donc, il s'appelle le monstre du Gilan. Et c'est à partir du monstre du Gilan, de la salive du monstre du Gilan, qu'on a développé l'exatinib, qui est un médicament antidiabétique. Donc, c'est un médicament antidiabétique injectable qui est commercialisé un peu partout dans le monde. C'est aussi un médicament qui a été développé à partir de venin d'un reptile. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas, comme exemple. Donc, un autre exemple maintenant d'une plante européenne, peut-être l'exemple le plus parlant pour ceux qui aiment les plantes médicinales, c'est le cas de Taxus bravifolia, taxacée. Donc, les années 60, il y a eu une grande campagne aux États-Unis pour trouver des médicaments pour lutter contre le cancer. Et donc, il y a eu la création du National Cancer Institute. Et donc là, ils ont commencé à chercher et faire des extraits des plantes pour voir s'il y avait des composés anticancéreux dans les plantes. Donc, ils ont trouvé deux professeurs américains, Matsumi et Mo, ils ont trouvé une molécule qu'ils ont appelée Taxol, qui venait de cette plante. Alors, je vous montre juste le défi parfois, qui c'est de trouver une molécule naturelle et développer un médicament. Donc, en fait, le problème, c'est que la plante ne produisait pas beaucoup. En fait, la plante, c'était des arbres gigantesques comme ça, qui ont une croissance très lente. Donc, il faut les 7000 à 8000 kilos de plantes pour à peu près 1 kilo de taxel. Ça veut dire impossible de développer. Impossible de développer, ça veut dire qu'il fallait railler des forêts entières pour vendre le médicament un peu plus dans le monde. Donc, il y a des gens qui ont fait la synthèse. Je ne sais pas s'il y a ici parmi les collègues des gens qui font la synthèse organique. Donc, il y a des gens qui ont réussi à fabriquer la molécule dans le laboratoire, mais c'était trop cher, donc on n'arrivait pas à commercialiser. Et donc, ils ont réussi, en fait, à lancer tout un programme pour trouver le taxol dans d'autres plantes. Alors ici, ça c'est une plante qu'on trouve ici partout, ici à Genève, dans les jardins. Ça s'appelle le Tax baccata, le if européen, une plante qui est vraiment très courante. Alors là, un professeur français, professeur Pierre Potier, a trouvé en fait que dans le Taxus baccata, on trouve la partie la plus complexe de la molécule. On ne trouve pas la molécule entière, mais la partie la plus complexe. Et dans les feuilles. Donc, on n'avait même pas besoin de tuer la plante. On pouvait extraire cette moitié de cette molécule, la partie la plus complexe, pour ensuite fabriquer une étape de synthèse, fabriquer la molécule qu'on avait besoin. Voilà, vous avez ici, c'est pour ça que le Taxoter est arrivé dans les années 90 et est commercialisé. Aujourd'hui encore, il est commercialisé. Il est obtenu de cette façon. Donc, voilà un exemple d'une molécule anticancéreuse pour traiter le cancer. Alors, vous pouvez me demander, madame, monsieur, mais Emerson, est-ce qu'il y a quelque chose dans la mer? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la mer qui est devenu des médicaments? Je vais vous citer deux exemples. C'est des médicaments à partir d'organismes marins. Donc, il y a toute une recherche qui a commencé dans les années 80, 90
des chercheurs, des produits naturels qui ont commencé à investiguer les organismes marins comme source des molécules actives. Et donc, ils ont trouvé une molécule en question, une molécule incroyable, la plidepsine, qui est commercialisée sous le nom d'aplidine. Aujourd'hui, c'est une molécule utilisée pour le traitement du cancer. Alors, évidemment, on ne va pas détruire la mer pour extraire la molécule. En fait, on trouve le modèle et ensuite on va dans le laboratoire et on va faire la synthèse. Donc, on va copier cette molécule en grande échelle. Donc, on n'aura plus besoin de tuer l'éponge qui produit la molécule. Vous voyez? Donc, d'abord, on découvre la molécule. Parfois, c'est possible de copier. Parfois, il faut utiliser la biotechnologie. Et dans ces cas-là, c'est possible de synthétiser. Et c'est pour ça que la molécule est commercialisée aujourd'hui. Peut-être le dernier exemple aujourd'hui, pour après vous parler des recherches qu'on fait aujourd'hui au laboratoire, c'est les mollusques marins. Alors, le Conus magnus. Alors, le Conus magnus, c'est un mollusque un peu spécial qui pousse au Pacifique, dans la mer du Pacifique. C'est un mollusque qui est extrêmement dangereux. Donc, il y a plein de cas où les gens vont collecter un mollusque dans une plage avec le mollusque vivant qui vont être piqués par le mollusque parce qu'il y a une espèce d'harpon les gens sont morts à cause de ça. Donc, ça, c'est très connu aux Philippines surtout. Il ne faut jamais manipuler les mollusques de gens connus. Et donc, il y a eu un monsieur d'origine philippine, le professeur Baldomero Oliveira, qui est parti aux États-Unis, qui a fait ses études aux États-Unis. Et lui, il s'est rappelé de ces histoires aux Philippines où les gens mouraient à cause de ça. Il a décidé d'investiguer les poisons qui étaient synthétisés par ces mollusques. Et là, il a découvert une série de molécules, de peptides linéaires comme ça, vraiment uniques. Et ces molécules-là sont devenues des médicaments. Il y en a une firme pharmaceutique américaine qui a commencé à investir et ils ont découvert, par exemple, un médicament. Ils ont développé le zicotinib, commercialisé sous le nom de Prialt, comme un analgésique. C'est 1000 fois plus puissant que la morphine. 1000 fois. Et dans l'échelle de microlitres. Très peu, vraiment extrêmement peu. Donc, évidemment, vous n'allez pas trouver ça en pharmacie, mais pour les patients qui souffrent de douleurs chroniques, ils vont carrément installer une micropompe à l'intérieur de notre corps qui va délivrer le médicament c'est une espèce de téléphone portable qu'on en a très mal pour certaines maladies chroniques. Donc, on décide d'avoir une dose, donc on peut déclencher la pompe. Comme ça, on a une micro-quantité des médicaments qui sont délivrés. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va trouver, mais c'est une espoir pour tout le monde qui a des maladies chroniques ou une douleur insupportable. Donc, voilà pour les exemples. Alors, je vous pose la question, comment trouver les composés bioactifs naturels? Je vais vous parler un peu des activités que nous avons au laboratoire pour vous montrer la démarche qu'on réalise pour chercher ces molécules. Comment on fait? Comment on fait quand on est dans une forêt amazonienne ou la mer de corail? Comment on choisit l'espèce à étudier? Comment on fait le choix? Donc, on peut se baser sur deux choses. Je vais parler des choses les plus simples, la médecine traditionnelle. Alors, la médecine traditionnelle, c'est vraiment incroyable comme source d'information. Un peuple qui utilise une plante pour traiter une maladie, s'ils l'utilisent, ils sont tous là, ça veut dire que ce n'est pas plus toxique. Et là, le médecin peut faire un suivi médical et peut voir si la plante fonctionne exactement comme ils sont en train d'utiliser. Et donc, ça peut être une source d'information. Il y a par exemple l'artémisinine, qui est une molécule antimalarique qui est commercialisée un peu partout. Elle a été découverte comme ça. Et donc, notre exemple, c'est on peut aussi aller dans une forêt, on peut faire une collection aléatoire. On peut collecter des milliers de plantes, on peut faire extraire ces plantes, la composition chimique, on peut tester pour les cellules cancéreuses. Donc, ça c'est notre façon aléatoire de le faire. On peut aussi observer, c'est ce qui se passe avec le venin du serpent qui baissait la pression, et donc ça a attiré l'attention des chercheurs par rapport à ça. Donc, ça, c'est différentes façons de le faire. Et donc là, une fois qu'on a ces échantillons, il faut qu'on soit en respect avec le protocole de Nagoya. Vous avez entendu déjà le protocole de Nagoya? C'est tout simplement une loi où plusieurs pays du monde sont signataires, à l'exception de quelques pays comme les États-Unis qui n'ont pas encore signé. Et l'idée, c'est qu'on ne peut pas aller dans un autre pays collecter une plante. Il faut qu'on ait l'autorisation du pays en question. Le pays est propriétaire de sa biodiversité. Et si nous, on développe quelque chose, on doit partager ce qu'on gagne avec cette découverte avec le pays tiers et avec les populations
par exemple, des Indiens, des native populations qui ont développé ça avant pour nous. Donc, il y en a ces partages. Donc, c'est pour ça qu'il y a le protocole de Nagoya. La Suisse est signataire et l'Université de Genève, on le respecte. Donc, chaque fois qu'on a un stagiaire qui vient dans notre pays, il faut qu'on aille tous les documents qui prouvent qu'on a collecté l'échantillon en respect de la protocole de Nagoya. Alors, comment on commence la recherche? Imaginons une plante médicinale. Donc, on va faire un extrait et on va faire un test de l'extrait. Donc, qu'est-ce que c'est l'extrait? En fait, l'extrait, c'est le pool de tous les composés qui sont extraits et qui sont synthétisés par la plante. Par exemple, on peut tremper la plante dans un solvant comme le méthanol ou éthanol. Il y a donc tous les composés qui vont venir, qui vont sortir de la plante. Et après, on va tester cet extrait qui contient cette composition chimique de la plante pour voir s'il y en a un effet. Donc, on peut tester sur le test in vivo, c'est la souris, par exemple, une souris infectée par une bactérie. On peut tester directement contre la bactérie. On appelle ça in vivo ou in vitro, en petite quantité. Et disons, si c'est positif, si l'extrait est actif, pour nous, ça veut dire, ça veut dire qu'ici, il doit y avoir une molécule ou plusieurs molécules qui agissent. Donc maintenant, il faut que je purifie l'extrait, il faut que je sépare les composés de l'extrait, toutes les molécules qui sont là, pour savoir quelle est la molécule active. Donc c'est ce qu'on appelle la purification, le fractionnement. Donc ici encore, je vais obtenir des fractions avec différents types de composés. Je dois tester encore une fois jusqu'à voir la molécule finale, la molécule active. J'essaie de simplifier pour vous, comme ça vous allez avoir une idée, n'est-ce pas? Mais ici, il y en a beaucoup de technologies. Je vous montrerai tout à l'heure quelques exemples. Et donc, du moment qu'on a un composé pur, on a un autre défi qui est découvrir la structure du composé. Donc, la nature, vous avez vu, des molécules vraiment très complexes, parfois d'un grand poids moléculaire. Et donc, il faut trouver la structure correcte. Vous savez, si on ne trouve pas les structures correctes et qu'on publie, imaginons un nouveau antibiotique avec la mauvaise structure, les collègues chimistes, ils ne vont pas être contents parce qu'ils vont synthétiser la molécule qui n'aura pas d'effet, ou peut-être un effet toxique, parce que ce n'est pas la même qu'on trouve dans la plante. Donc, il y a une grande responsabilité à publier ces résultats d'une façon sûre pour que les gens puissent utiliser les données. Alors, ça, c'est le processus qu'on utilisait avant. Je vais vous montrer comment ça, le processus s'est modernisé. Parce qu'en fait, de l'extrait jusqu'au composé, il y en a des années de travail. Et parfois, on découvre que le composé, il est connu, il n'a pas d'intérêt. Alors, pour un doctorant, il faut traiter le doctorant avec des antidépresseurs. Parce qu'à la fin, il est triste, parce que qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je ne peux pas publier, n'est-ce pas? C'est le dilemme de la recherche scientifique académique. Et donc là, il y a une modernisation. Je veux résumer pour vous. Ça veut dire, avant, le procès était très lent parce qu'on ne savait pas ce qu'il y en avait dans l'extrait. Donc, on avait des tests biologiques, on avait un suivi biologique de l'activité, mais on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait dans la plante. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des méthodes magnifiques. Ne tenez pas compte de ce qui est écrit, il faut juste voir ça. Donc, on arrive à séparer les composés avec des appareils très performants. On arrive à détecter et avoir une idée de la structure des composés qui sont dedans. Donc, même pas besoin de séparer une grande quantité. Avec une toute petite quantité, on arrive déjà à une idée de la chimie qui est à l'intérieur de cet extrait. Et comme ça, on peut se dire, ça vaut la peine. Il y en a quelque chose là qui est différent. Oh non, ça, c'était déjà découvert ailleurs. Donc, je ne veux pas perdre mon temps là-dedans. Donc, ça, c'est peut-être la grande avancement qu'il y a eu. Donc, on peut cibler l'isolement des composés nouveaux, des composés qui ont une activité intéressante. Donc, derrière tout ça, il y en a des professionnels qui vont identifier les micro-organismes, les plantes, les botanistes, les biologistes. Il y en a toute l'équipe des pharmacologistes, des microbiologistes qui vont faire les tests. Après, il y en a toutes les chimistes qui vont séparer. Après, il y a, par exemple, comme le professeur VT, qui a développé des méthodes analytiques pour pouvoir séparer mieux ces composés, analyser le contenu de ces extraits, jusqu'à voir les gens qui font de la chimie structurelle, qui vont découvrir la molécule, la structure de la molécule. Et après, les chimistes de synthèse qui vont synthétiser la molécule. Je tenais à dire ça parce que ça veut dire que ce n'est pas une personne, c'est un travail d'équipe, multidisciplinaire. Donc, c'est un travail complexe et chaque personne, chaque chercheur a son importance. Donc là, c'est juste pour vous montrer quelques photos de laboratoire. Donc, au départ, on sépare les composés dans des toutes petites colonnes. C'est là qu'on fait la séparation. Et là, plus on a besoin,
plus on va injecter dans des colonnes un peu plus grandes, comme celle-ci, on va séparer quelques milligrammes d'extrait là-dedans. Et là, par exemple, là, on va passer à une échelle si en plus importante, on va séparer des graines. Et là, on va pouvoir, par exemple, à la fin, avec des colonnes comme ça, où on va pouvoir injecter des dizaines de graines pour pouvoir isoler une quantité suffisante de la molécule pour pouvoir, par exemple, tester sur les souris, tester sur les animaux. Ça, c'est un exemple de comment on procède. J'ai combien de temps encore? Je parle trop, vous savez, j'ai ici, j'ai quelques minutes encore. Donc, ça, pour vous raconter cette histoire, c'est qu'on a une collaboration avec un professeur Vladimir Katanaev, qui est spécialiste du cancer. Et lui, il a réussi à trouver une manière de collecter les échantillons au fond des abysses, au milieu de la mer. Donc, on a des endroits comme ça, on doit descendre en sous-marin. Donc, ce n'était pas ni moi, ni M. Vauchandel qui a fait ça dans notre laboratoire. Il y avait des biologistes qui ont fait ça. Et donc, l'idée ici, c'était de collecter des animaux qui sont très étranges, qu'on ne connaît pas. Et on s'attendait à avoir une chimie nouvelle. Donc, ça, c'est totalement nouveau. Probablement, ces organismes, pour survivre à cette profondeur, ils doivent synthétiser des molécules pour se défendre. Et peut-être ces molécules sont uniques, parce que le milieu est l'unique, n'est-ce pas? Donc, la difficulté là, c'est difficile à collecter. On avait des échantillons qui étaient collectés parfois. Il y avait un seul animal, un exemple d'un seul animal, pas plus que ça. Donc, il faut les très assertifs. Il faut les faire la chimie à toute petite échelle et être capable de détecter les composés actifs. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple. Là, il y avait cette espèce de Ophiuha, c'est une espèce d'étoile de mer qui bouge au fond des océans. Ils ont réussi à collecter quand même une quantité considérable, parce que c'était l'organisme le plus abondant. C'est pour ça qu'on a commencé notre recherche. Donc, on a fait un extrait, donc on a sorti toutes les molécules actives, et c'était très actif contre le cancer de sang chez la femme. Donc, il y avait plusieurs cellules cancéreuses qui étaient tuées par l'extrait de cet organisme. Ensuite, on a fait tout le procès de séparation. Ici, vous avez ici les petits signaux. Ici, chaque signal que vous voyez ici, c'est dommage que ça ne marche pas le pointeur. Chaque petit signal, c'est une molécule, on va dire comme ça. Et donc là, on va injecter dans l'équipement, on va collecter. Vous voyez la petite flèche là? On va collecter, on va faire des analyses, ce qu'on appelle les résonances magnétiques nucléaires pour trouver la molécule, la structure de la molécule. Donc, c'est un travail que je résume ici, c'est 6 mois de travail pour arriver ici, pour arriver à ça. Et ensuite, les collègues qui font la chimie structurelle, dont Laurence Marcoux, on est spécialiste de notre laboratoire. Donc, ça, c'est ici dans le laboratoire où on fait l'analyse des structures des composés. Donc, vous avez un appareil qui est quand même unique, qui coûte plusieurs millions de francs, qui est utilisé pour faire la structure des composés. Donc, Laurence, elle n'aura pas la structure devant l'ordinateur, donc elle doit traiter les données comme ça. C'est à partir de ces données, ces graphiques très compliqués, qu'elle va en fait trouver la molécule. Donc, elle n'a pas un code d'ordinateur capable de nous aider à faire la chimie structurelle. Pas encore avec des petites molécules. Parfois les protéines, n'est-ce pas? D'ailleurs, une prix Nobel cette année avec l'alpha-fold, avec les protéines, mais les petites molécules, non. Et là, on a trouvé quelque chose d'un unique, une porphyrine, une composée qu'on appelle une chlorine. C'est un type de porphyrine spéciale qui était abondante dans cette espèce d'étoile de mer et qui était très active contre les cellules de cancer triple négatif. Les cancers triple négatifs, c'est les cancers qui n'ont pas de traitement aujourd'hui. Les gens qui développent ce type de cancer, il n'y a aucun traitement. Les gens, ils vont mourir. Donc, vous voyez ici un exemple d'un organisme vivant du fond de la mer qu'on arrive à sortir et trouver une molécule complètement unique, extrêmement sélective contre ces cellules tumorales. Alors, évidemment, si on veut transformer ça en médicament, c'est plusieurs années de recherche dans l'industrie pour pouvoir fabriquer la molécule en grande quantité. Et évidemment, il y en a des tests, différents tests cliniques qu'il faut le faire pour voir ensuite le produit commercialisé. Donc, ça veut dire, toute cette partie ici, c'est juste le début de l'histoire pour le développement d'un médicament. Alors, dans le laboratoire, on a eu de la chance. Au cours de toutes ces années, on a eu beaucoup de molécules uniques qu'on a trouvées chez les plantes, chez les micro-organismes. Une chose était toujours vue, quelque chose qu'on avait remarqué, c'est que ces composés étaient plus souvent présents en toute petite quantité. Donc, les organismes qui les produisaient n'avaient pas besoin de produire beaucoup. Donc, c'est ce qui était un problème pour nous. Donc, on a commencé ici à Genève à penser comment on pouvait
produire en plus grande quantité ces molécules. Donc, c'est ce qui m'amène à parler de quelque chose de totalement différent qu'on a commencé il y a 5 ans, la biotechnologie. Donc, en particulier la biotransformation. On appelle ça une réaction chimique qui transforme un composé sous réaction d'un organisme vivant. Entre autres, je veux cultiver un micro-organisme, je veux mettre une molécule connue, et le micro-organisme va transformer cette molécule dans un composé plus complexe. Donc là, on utilise ça déjà, la biotransformation dans la nourriture, pour fabriquer la nourriture. Par exemple, le pénicillium roquefort, c'est le micro-organisme utilisé pour faire le roquefort. Donc les Français, bien avant la découverte de la pénicilline, ils utilisaient déjà le pénicillium pour faire du roquefort. Et vous avez ici un autre exemple, c'est les micro-organismes comme le Botrytis cinerea, qui est une maladie fongique qui attaque la vigne, qui est utilisée pour faire le sauterne. Vous savez, les vignes, les grappes deviennent secs ou très moches, et les gens transforment ça dans un magnifique sauterne pour manger avec du foie gras. On va dans ça. Et donc, vous avez ici un exemple de ce qu'on fait maintenant, donc l'approche biotechnologique. Donc, on va avoir des réacteurs où on va mettre les micro-organismes dedans. Et en fait, on va donner des molécules représentées ici très simples, des molécules qu'on trouve en grande quantité dans les plantes suisses. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ça dans des molécules plus complexes. Alors, on a fait ça. On a un concept qu'on a fait avec Botrytis cinerea. Justement, c'est le micro-organisme qui attaque la vigne, le champignon. Donc, vous avez ici le champignon. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va donner une molécule. On va extraire les enzymes des champignons qui font les réactions chimiques. Et on va utiliser ces enzymes-là pour faire des réactions chimiques, pour transformer les composés que vous avez ici dans des composés plus complexes. Et parfois, il bloque. Il ne veut pas que je passe le diapo. Donc là, vous avez ici des composés plus. Donc, l'idée, c'était de complexifier, d'avoir des composés plus complexes et peut-être avoir la chance d'avoir des composés actifs. Donc, on avait fait, donc pour ça, il y en a des microbiologistes qui vont aller dans les champs, cultiver, prélever les sources du botrytis. Donc, ils vont cultiver le botrytis. Ils vont cultiver dans les bouteilles comme ça. Donc, vous avez ici, en train de flotter sous la bouteille, vous avez ici, c'est la colonie des botrytis. Il a mesure, et après, il y a tout un processus que nous avons. Je vais ici accélérer parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Jusqu'à obtenir, en fait, un petit flacon avec tous les enzymes qui produisent le champignon. Donc, vous avez ici toutes les enzymes que les champignons utilisent pour détruire la plante, en fait. Le champignon, il attaque la plante, il sécrète les enzymes, et c'est pour ça que la plante meurt. Donc, notre idée, c'était, on va récupérer ces enzymes et on va profiter de ça pour faire des réactions chimiques. Donc, ça, c'est le premier doctorant qui a travaillé sur le projet, qui est peut-être professeur évalué, n'est-ce pas? On l'a rentré dans sa thèse, Robin Aubert. Et donc, vous avez ici deux molécules, pythérosilbène et il y a le resveratrol. Donc, on va mettre dans un flacon les deux molécules avec les enzymes des champignons. Et c'est magique. Vous voyez ici l'analyse du départ de la réaction. Les petits signaux que vous voyez ici, ce qu'on appelle les pics, 1 et 2, c'est les deux molécules, d'accord? Vous avez temps zéro, j'ai fait le mélange. Je prends les deux molécules, je mets en contact avec les enzymes, et vous avez ici les deux pics au début de la réaction. 24 heures après, les composés disparaissent, et vous avez ici une forêt de composés qui sont formés. Donc les composés, les enzymes des champignons ont transformé ces deux composés en quelque chose d'autre. Et donc on a fait tout un travail pour isoler ces composés, et là, c'était là la grande surprise. On a découvert en fait que les enzymes des champignons partaient de ces deux molécules-là, que vous voyez à votre gauche, et transformaient dans toutes ces molécules que vous voyez ici. Alors, il y en avait des molécules complètement nouvelles, qui n'ont jamais été décrites. Il y avait même des squelettes complètement nouveaux, ce qui est difficile à trouver dans le laboratoire. Donc, avec une méthode comme ça, c'est totalement green. Il n'y a pas des solvants toxiques. C'est tout simplement avec ce qui donne la nature, avec les enzymes qui sont produites par un champignon. Et là, je vous montre avec ça, on a réussi à fabriquer des dizaines et des dizaines de composés. Ces composés ont été soumis à différents tests biologiques. Je vais vous montrer une test pour finir la conférence. Donc, vous savez que nous avons ici cette situation aujourd'hui. C'est juste un magasin qui parlait de ça. Quand les médicaments ne fonctionnent pas, l'augmentation de la résistance aux antibiotiques, c'est un problème majeur aujourd'hui. Les antibiotiques ne fonctionnent plus.
Et donc, nous avons testé en fait une des molécules qui était fabriquée avec les processus que vous avez vus tout à l'heure. Alors, cette molécule, elle était active contre les souches résistantes du Staphylococcus aureus, donc 2 souches, c'est réalisé dans le laboratoire de Dr. Calperon. Ensuite, elle était testée dans le laboratoire de Thilo Collet. Alors, c'est des grands spécialistes des micro-organismes. Ils ont vu, en fait, c'était extrêmement difficile de rendre des souches bactériennes résistantes à la molécule. C'est ce qui est un avantage. Donc, il n'avait jamais vu, et aujourd'hui encore, impossible de générer des souches bactériennes. Ça veut dire que cette molécule-là tuait la bactérie autrement. Il y avait un mécanisme d'action qui est très différent des molécules qui sont aujourd'hui commercialisées. Alors, pour finir cet exemple, je vous montre quelque chose d'extraordinaire. C'est le travail qui est réalisé le professeur Terry Sodati. Donc, le Terry Sodati, il utilise une amibe. Vous savez, ces micro-organismes qui font la phagocytose, une amibe. Hein? Et en fait, l'amibe, elle va cultiver une bactérie à l'intérieur de l'amibe. La bactérie qui cause la tuberculose. À l'intérieur. Donc, vous savez, bleu ici, les figures bleues ici, c'est une bactérie qui pousse à l'intérieur de l'amibe. Et ensuite, on va tester notre molécule. Donc, notre molécule doit traverser la barrière de l'amibe, sans tuer l'amibe et tuer la bactérie. Donc, c'est un test très simple, mais qui donne beaucoup d'informations sur la toxicité du composé. Et donc, dans ces cas-là, le composé n'était pas toxique, très bien disponible. La molécule arrivait à traverser les membranes, ce qui est important dans le développement de ce type de médicaments. Donc, ça, c'est juste un exemple d'une technologie qui a été développée ici à Genève, où on a réussi à fabriquer de nouvelles molécules. Parce qu'ici, vous savez, la biodiversité suisse, elle est limitée, mais nous avons aussi des plantes qui produisent des molécules en grande quantité. Et en fait, l'idée, c'était de valoriser ces molécules connues pour les transformer dans les molécules les plus compliquées, afin de peut-être trouver de nouveaux médicaments. Alors, je vais juste accélérer la présentation. Vous pouvez m'aider ici, s'il vous plaît? Vous pouvez mettre dans ma présentation. Je pense que je vais continuer, je vais passer. Voilà. C'est juste ici. Voilà. Alors, un dernier exemple pour vous. C'est bon? Merci beaucoup. Pour vous montrer. Quand on fait référence à l'Amérique du Sud, zone, n'est-ce pas? Chez les biologistes spécialisés du Sud, on a des endroits où il y a beaucoup de vie, qu'on appelle les vies endémiques, les plantes endémiques qui nous poussent, qui dans cette. On regarde le Brésil, il y en a